On enchaîne par la deuxième conférence du docteur Jean-François Nicolas qui va nous parler des médicaments inducteurs d'anaphylaxie dans les mastocytoses. Donc c'est à vous la parole. Donc on va regrouper les questions après cette deuxième conférence. Quand vous voulez. C'est moi qui envoie, c'est vous qui envoyez. C'est parfait, merci bien. Alors, médicaments inducteurs d'anaphylaxie dans les mastocytoses. Donc, moi, bien sûr, je laisse les présentations. Et c'est ça qui est important. Il y a un certain nombre d'enseignements en ligne, par webinaire, qui sont exceptionnels. Et là, j'ai eu la chance d'assister. Donc, tout le monde peut y aller. C'est accessible vraiment à tous, y compris aux non-médecins, y compris à tout le monde. Ça se passe sur YouTube. C'est la chaîne YouTube de l'Académie européenne d'allergologie et d'immunologie clinique, EACI. Vous allez regarder, je vous ai mis le lien direct pour arriver sur ces 1 heure, 3 exposés sur les mastocytes. Et la mastocytose, surtout, pardon, les mastocytoses. Et donc là, vraiment, j'encourage ceux qui sont intéressés par le sujet à aller voir ça, parce que ce sont vraiment des experts. Nous, les mastocytoses, à part les mastocytoses cutanées, quand on détecte, nous, le diagnostic de mastocytose, on le fait sur des symptômes d'activation mastocytaire, donc c'est ce qu'on vient de discuter avec Ring et Messner, et sur une élévation de la tryptase. Au-dessus de 20, pour certains au-dessus de 25 microgrammes par litre, c'est une mastocytose. Donc c'est facile, et à ce moment-là, on le passe à des centres de référence parce que les mastocytoses, ce sont des pathologies rares. D'un autre côté, le sujet est intéressant parce que les médicaments inducteurs d'anaphylaxie dans les mastocytoses, on pourrait le remplacer par médicaments inducteurs d'hypersensibilité chez l'asthmatique ou médicaments inducteurs d'hypersensibilité immédiate chez l'urticarien. C'est exactement la même problématique. Mastocytose, ce sont des patients qui ont énormément plus de mastocytes que les patients normaux et des mastocytes qui sont un tout petit peu préactivés. L'asthmatique, il a des mastocytes préactivés. L'urticarien chronique, il a des mastocytes préactivés. Donc les médicaments, et il y a quand même un groupe de médicaments qui est assez intéressant toujours, va venir induire une activation complète des mastocytes. C'est bon pour vous? Donc c'est vrai que ce que vous entendez, entre parenthèses, on ne peut pas parler de tout et on ne peut pas parler de médicaments par groupe médicamenteux puisque le raisonnement est le même pour tous les médicaments. Mais quand vous lisez les articles, il y a des articles qui vont être ensuite spécifiques, et ça ils en parlent bien dans le webinaire, de groupes de médicaments donnés. Et quand vous lisez mastocytose et anaphylaxie aux AINS, donc c'est mastocytose et hypersensibilité aux AINS, l'article commence en disant la prévalence de l'anaphylaxie aux AINS est importante chez les patients mastocytoses, mais moins fréquente que les réactions d'hypersensibilité aux AINS chez l'asthmatique. Et un peu plus loin dans l'article, ils insistent, est moins fréquente que les poussées d'urticaire induites par les AINS dans l'urticaire chronique. C'est bon? Donc on se retrouve, c'est logique, avec des mastocytes, très grand nombre, ou un peu préactivés, et puis tout un tas de triggers. Et dans la mastocytose, les médicaments, ça n'est pas le trigger, ça n'est pas le facteur aggravant le plus important. Vous savez lequel c'est le facteur aggravant le plus important qui vous fait faire un diagnostic de mastocytose? C'est l'anaphylaxie au venin d'hyménoptère, numéro 1, et c'est ce qu'on appelle l'anaphylaxie idiopathique. Les gens, paf, ils tombent dans la rue, on les récupère, on les emmène à l'hôpital, pas de tension, pas de pouls, ils ont fait un choc anaphylactique sans facteur déclenchant. Facteur déclenchant numéro 1, les venins d'hyménoptère, idiopathique en numéro 2, en numéro 3, ce n'est pas les médicaments, c'est les aliments et les additifs alimentaires. Et en numéro 4, ce sont les médicaments. D'accord? Donc là, j'ai résumé l'exposé. Comme ça,
Il faut bien m'arrêter quand vous voulez que je m'arrête. Là, c'était... Voilà, très bien. Parfait. Oui, mais comme j'ai mangé un peu avant, enfin j'ai pris un peu plus avant. Donc, voilà, les messages importants sont passés. Alors, on démarre avec les mastocytoses. Mastocytose, c'est donc encore une fois maladie rare quand vous dites mastocytose. Accumulation excessive de mastocytes. C'est une mutation, on va en reparler. Et puis il y a deux grands types. Une mastocytose qui pose aucun problème, qui est la mastocytose cutanée, ou pardon, qui pose peu de problèmes, qui est la mastocytose cutanée. Nous on les voit, nous on les suit. Et mastocytose cutanée de l'enfant, aucun bilan. Mastocytose cutanée limitée à la peau de l'adulte, bilan pour aller voir s'il n'y a pas une mastocytose systémique. Comment se fait le diagnostic de mastocytose systémique? Biopsie médulaire. Et à l'histologie de la biopsie médulaire, ce sont des amas de mastocytes. Les mastocytes, j'aurais pu vous montrer une photo, elles sont très régulièrement réparties, randomly distributed. Elles ne sont jamais en amas dans un tissu normal. Donc c'est comme ça qu'on fait un diagnostic de mastocytose systémique. Et dans les mastocytoses systémiques, il y a les formes qui sont dramatiques, hein, les hémopathies, ça ce sont des formes qu'on ne voit pas, qui sont chez les hématologues, les cancérologues. Il y a les mastocytoses agressives, ça on ne peut pas passer à côté, là encore, ce n'est pas nous qui les voyons, ni les allergologues, ni les dermatologues, ce sont au départ les internistes et les urgentistes. Par contre, on verra des mastocytoses systémiques indolentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des patients qui se présentent avec des symptômes de ce qu'on appelle les syndromes d'activation mastocytaire, donc, qui peuvent toucher tous les organes, et qui touchent aussi d'autres, on verra, ça débouche, cette activation permanente à bas bruit chronique des mastocytes, cette libération de médiateurs, va impacter tout un tas d'organes en dehors de l'anaphylaxie, va impacter le cerveau, va impacter les os en particulier. Donc, vous connaissez ce schéma, on vient de le voir. Par contre, j'ai poussé un peu ici le réceptorobactérie. Alors, le réceptorobactérie, je n'en ai pas parlé, mais c'est ce qui donne les urticaires infectieuses. Hein. Il y a des récepteurs pour les bactéries, les virus, les parasites. Ils se lient ici, ils vont activer le mastocyte. J'ai poussé un peu le réceptorobactérie pour mettre ce récepteur c-KIT, parce que ce récepteur c-KIT, c'est lui qui, dans les mastocytoses, est muté. C'est une mutation qu'on appelle gain de fonction, c'est-à-dire c'est une mutation qui active en permanence le mastocyte comme s'il y avait le ligand qui permet la différenciation des mastocytes dans les tissus, qui s'appelle le stem cell factor. Donc voilà, on a des mastocytes qui sont en permanence activés par cette mutation gain de fonction, ce qui explique qu'ils vont se diviser, ils vont proliférer et ils vont aller s'accumuler dans différents tissus, soit uniquement dans la peau, soit dans d'autres tissus, mastocytose cutanée, mastocytose systémique. Donc j'ai laissé mon petit schéma ici avec ma mutation c-KIT, mastocytose, on a dit qu'il y a une activation de la mutation, on a vu que ça aboutit à une accumulation des mastocytes, on se retrouve avec donc un nombre beaucoup plus élevé, 1000 à 1 million de fois plus de mastocytes au niveau de l'individu. Et ces mastocytes peuvent être activés comme les mastocytes de personnes normales, mais très souvent, il faut des facteurs déclenchants, en dehors de ce que je vous ai décrit comme l'anaphylaxie idiopathique. Et ces facteurs déclenchants, encore une fois, c'est les venins, les médicaments et les aliments. Et ça va aboutir à des tableaux en fait qui sont très différents. Il y a des mastocytoses qui s'expriment exclusivement au niveau cutané, y compris des mastocytoses systémiques, qui vont s'exprimer par des flushs. Il y a des mastocytoses qui vont impliquer deux organes, mais qui vont donner des... dans la classification Irriguet-Messner, ça va être un grade 2 de l'anaphylaxie. Et puis, il y a des activations qui vont aboutir à une réelle anaphylaxie, grade 3, avec donc impact sur le pronostic vital. Alors, les symptômes de la mastocytose, on retrouve, c'est tout ce qui est rouge, qui chauffe sur la peau, l'urticaire. On retrouve les palpitations, la baisse de tension. On retrouve diarrhée, nausées, vomissements. Mais vous voyez qu'on retrouve ostéoporose, ostéoclérose. Donc, ces signes-là, peau, cœur,
abdomen, ce sont des signes qui traduisent plutôt une activation aiguë des mastocytes. Par contre, ces signes-là, ostéoporose, ostéosclérose, les difficultés cognitives, les patients, enfin, ce n'est pas les patients, les médecins appellent ça mental fog. Mental fog, voilà, c'est tout embrumé là. Ça, c'est assez typique de cette activation mastocytaire chronique des mastocytoses. Et puis, on a de la fatigue, de la faiblesse, des douleurs musculaires. Et bien entendu, quand il y a un trigger qui vient s'ajouter, à ce moment-là, on va faire une réponse d'hypersensibilité immédiate. Alors, ce tableau, je l'ai récupéré sur le webinaire. C'est pour vous dire un centre de référence sur les mastocytoses. Quel type de patient ils récupèrent? Par quels symptômes les patients vont arriver? Eh bien, le premier symptôme, c'est urticaire pigmentaire. Urticaire pigmentaire, ici, ça veut dire maculopapular cutaneous mastocytosis. Le deuxième symptôme, c'est anaphylaxie au venin d'hyménoptère. La moitié des cas du centre de référence, ce sont des anaphylaxies au venin d'hyménoptère qui ont révélé la mastocytose. La troisième, c'est drogue hors food allergie. Et là-dedans, c'est food allergie qui est plus importante que drogue allergie. Alors, quelques photos cliniques, un mastocytose cutanée urticaire pigmentaire. Hein. On a l'impression que les enfants, ou les adultes, c'est rare chez l'adulte, ont des sortes de grains de beauté un peu partout. Et puis, c'est vrai qu'ils disent qu'au niveau des ceintures, ça enfle. Il suffit donc de gratter un de ces grains de beauté, qu'on appelle un mastocytome, pour qu'il développe une lésion d'urticaire, puisque, en frottant les mastocytes, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des barorécepteurs sur les mastocytes, on n'a pas parlé des thermorécepteurs, il y a des récepteurs à la chaleur, au froid, il y a des récepteurs à la pression. Donc, le fait de frotter la lésion va aboutir à une lésion d'urticaire typique. Donc le diagnostic est extrêmement simple. Les mastocytoses systémiques, je vous l'ai dit, hein, le diagnostic se fait avec des agrégats de mastocytes au niveau de la moelle osseuse ou au niveau d'un organe, c'est-à-dire que le patient qui va avoir au niveau de la peau une absence de lésion d'urticaire pigmentaire, si on fait une biopsie sur une peau apparemment saine et qu'on a des agrégats de mastocytes, c'est aussi un critère majeur. Et puis à côté de ça, eh bien, il y a l'analyse histologique qui montre qu'ils ne sont pas typiques, ces mastocytes. Il y a des analyses génétiques qui vont confirmer la mutation c-KIT activatrice, des analyses en cytométrie de flux qui vont montrer que ces mastocytes activés ont des marqueurs de membrane particuliers. Et puis bien sûr, hein, c'est quand même dramatique que chez vous on n'arrive pas à avoir cet examen, l'élévation de la tryptase au-dessus d'un certain seuil, ici 20 nanogrammes par millilitre. Ah, vous l'avez la tryptase, parfait, désolé. Donc les choses vont vite au Maroc, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est super, bravo. Alors si on vient maintenant, hypersensibilité aux médicaments et mastocytose. Donc, si on parle de l'enfant qui a principalement une mastocytose cutanée à type d'urticaire pigmentaire, l'anaphylaxie, c'est 4% des cas. Et c'était des études, là, il y avait plus de 500 patients. Aliment numéro 1, spontané en numéro 2. Je parle d'anaphylaxie, hein, c'est-à-dire on démarre au grade 2 de Ring et Messner. Médicament en numéro 3. Chez l'adulte, donc là, on est mastocytose systémique. Là, on arrive à 50% pratiquement d'anaphylaxie chez l'adulte. Mais vous voyez que plus de la moitié, c'est les venins d'hyménoptère. Les médicaments représentent quand même 6%. Aliments additifs. Et spontanés, c'est un tiers des patients qui vont faire des anaphylaxies spontanées. Sans facteur déclenchant apparent, on a bien dit. Je vous rappelle que les neuromédiateurs et les neuropeptides activent les mastocytes. Donc il se peut très bien qu'on arrive à un carrefour. Il y a les automobilistes marocains conduisent remarquablement bien, bien mieux que les automobilistes lyonnais, français. On arrive à un carrefour, le petit taxi refuse, sauf les petits taxis, le petit taxi refuse de nous laisser. Voilà, là on décharge substance P, tout un tas de choses, adrénaline, et là on peut en effet expliquer que dans les 2-3 minutes qui suivent, en sortant de la voiture, on puisse faire une anaphylaxie.
Alors, il y a 2-3 papiers qui sont exceptionnels. Je vous les laisse, il faut les lire, c'est fantastique. Celui-ci, il est top. Donc, forcément, il y a des articles spécifiques sur la drogue, sur les médicaments. Mais c'est le même problème. Ce sont des triggers, et souvent, c'est venin et médicaments, ou médicaments et aliments. Et donc là, bien sûr, il démarre avec les hyménoptères, et puis il passe ensuite aux médicaments. Et il y a un groupe de médicaments à risque. Ce sont les AINS, comme chez l'asthmatique, comme dans l'urticaire chronique. Ce sont les opioïdes. Ce sont les produits de contraste iodés et gadolinés. C'est l'avancomycine, les quinolones. Vous voyez que vous n'avez pas les bêta-lactamines. Tous les médicaments, encore une fois, peuvent induire une hypersensibilité immédiate, hein, on l'a déjà dit. Donc tous les médicaments peuvent être inducteurs d'anaphylaxie chez quelqu'un qui a une mastocytose, puisqu'il est prédisposé à ça. Mais simplement, là, on parle des médicaments préférentiels. En fait, les études montrent que la majorité des patients tolèrent parfaitement les médicaments, en particulier les AINS. Et alors là, je vous prends, j'ai extrait de cet article le résumé que propose, donc l'auteur, c'est Mariana Castel, Boston, qui est exceptionnelle. Donc elle discute avec le patient. Docteur, je ne peux pas prendre de médicaments contre la douleur, j'ai une mastocytose. Le médecin lui dit, avez-vous déjà eu une réaction à l'aspirine, à l'ibuprofène ou à d'autres médicaments similaires? Le patient lui répond, je n'ai jamais essayé depuis que j'ai été diagnostiqué d'une mastocytose cutanée à l'âge de 20 ans. On a tout contre-indiqué de principe. Et maintenant que j'ai de l'arthrite, j'ai besoin de médicaments contre la douleur. Que puis-je prendre? Et le médecin répond, je vais vous proposer un test de provocation avec l'ibuprofène, et si vous ne réagissez pas, je retirerai l'étiquette allergie aux AINS. Vous pourrez prendre de l'aspirine, de l'ibuprofène et d'autres médicaments nécessaires pour l'arthrite. Donc, nous, on est allergologue. Elle est allergologue aussi. Hein. On est allergologue. On ne parle pas de tester, là. Il n'a jamais fait d'accident. On est d'accord. On parle de vérifier qu'il est capable de prendre des AINS qui sont... Vous savez qu'à Lyon, il y a des pneumologues qui contre-indiquent les AINS chez l'asthmatique. Moi, je n'en reviens pas. À chaque fois, je leur fais un petit mot. Sur la base de quoi? Chez quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Donc, encore une fois, on teste. Puis après, donc on fera la même chose. Et pareil dans l'urticaire. Il n'y a aucune raison de contre-indiquer des médicaments indispensables. On peut contre-indiquer des médicaments qui ne sont pas importants, mais pas ça. Et donc, là, c'est un article de 2025. Je suis content de vous présenter cet article qui va jusqu'au bout de ce qu'il faut qu'on fasse, c'est-à-dire qui teste, qui redonne le médicament chez des patients. Cette fois-ci, eux, ils ont déjà fait un accident, et qui démontre que safety, c'est sûr, et qu'il y a une très petite incidence d'anaphylaxie quand on fait drogue, et encore une fois, c'est la même chose pour les aliments, quand on fait les médicaments et les aliments. Alors, j'ai repris, vous savez, sur le journal de l'EACI, vous avez des boîtes qui sont très informatives. Qu'est-ce qu'on sait déjà sur le sujet quand ils écrivent cet article en 2024? Les patients à cette mastocytose présentent un risque accru d'anaphylaxie sévère. Il n'y a pas de problème. Ainsi, les centres d'allergologie évitent généralement de réaliser des tests de provocation chez ces patients. Cependant, ces tests sont nécessaires pour vérifier les réactions aux médicaments et aux aliments dont la causalité est incertaine. Qu'apporte cet article? Cette grande étude, que je vais vous montrer juste après, visant à évaluer les tests de provocation médicamenteuse et alimentaire, a montré que l'anaphylaxie était rare chez les patients atteints de mastocytose. Une anaphylaxie sévère n'est survenue que chez 3 patients sur 83. Quel est l'impact de cette étude? Le taux de réaction chez les patients atteints de mastocytose est faible. Et dans l'article, lisez-le, plus faible que chez les patients qui ont une urticaire chronique, 4 ou 5 fois plus faible. Alors, les patients urticaires chroniques, vous me direz, ils ne font pas d'anaphylaxie, mais ils activent les mastocytes. Est faible et ne justifie pas l'instauration de régime d'éviction ou d'évitement. Le test de provocation constitue également un outil diagnostique approprié pour les patients, bien qu'il faille, c'est notre boulot, anticiper un risque d'anaphylaxie sévère. C'est notre travail. Donc,
il faut s'emparer de ça. Donc là, voilà l'étude. Ils partent de 1000 patients, mais ils vont s'intéresser uniquement aux patients qui ont été hospitalisés. Et sur ces 156 patients hospitalisés, il y en a 126 finalement qui vont être analysés. Vous voyez que sur les 126, il y en a 43 qui ont uniquement un facteur déclenchant venin d'hyménoptère. Par contre, il y en a 83 qui n'ont pas de venin d'hyménoptère, qui ont comme facteur déclenchant médicaments, 16 patients, aliments, 26 patients, aliments et médicaments, 41 patients. Et voilà ce que ça donne. Alors là, je vais passer un peu de temps sur cette table. Donc, ils redonnent le médicament. Ils redonnent le médicament. Il n'y a pas de test. Ils leur donnent d'emblée. Et voici un petit peu ce qui se passe. Vous avez ici tous les médicaments qui ont été réintroduits. Donc, fluorbiprophène, diclofénac, ibuprofène, autres anti-inflammatoires, tramadol, célébrex, paracétamol, autres antibiotiques, codéine, aspirine. Et vous avez ici, ça c'est le nombre qui est ici. En barre noire, pour chacun des médicaments, vous avez le nombre de tests qui a été fait. La barre bleu foncé, vous avez le nombre de tests négatifs. Donc vous voyez que le nombre de tests négatifs pour l'aspirine, il est monumental. Donc ça veut dire tout de suite, vous retirez l'étiquette allergie à l'aspirine et aux INS. En bleu clair, vous avez les tests avec des manifestations subjectives. Bleu intermédiaire, je veux dire. Vous voyez la troisième ligne bleue? Vous la voyez bien? Vous la voyez bien? Oui? Subjective. La bleue très claire, qui est ici, c'est des tests avec des symptômes objectifs. Et la rouge, c'est anaphylaxie. Donc, ici à l'aspirine, il y a 2 patients qui ont fait une anaphylaxie sur 39 qui ont reçu de l'aspirine. Ce sont des patients qui ont une mastocytose. Codéine, il ne se passe rien en anaphylaxie, et vous voyez qu'à chaque fois, vous avez très peu de signes, donc il n'y a pas de rouge, hein. Il y a un rouge au tramadol, un rouge au fluorbiprophène et 2 rouges à l'aspirine. Et vous avez très peu de signes subjectifs. Vous avez très peu de signes objectifs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tous ces patients, donc si je mets les chiffres ici, 2% de tests qui ont donné des réactions anaphylactiques, 5% des tests avec symptômes objectifs, 20% des tests avec symptômes subjectifs. Moi, je ne retiens pas les symptômes subjectifs, on est d'accord. Maintenant, je voudrais vous montrer le placebo, parce que bien sûr, c'est placebo controlled challenge. Le placebo, il est là. Barre noire, nombre de placebos réalisés. Ici, symptômes négatifs, symptômes subjectifs, symptômes objectifs. Mais c'est incroyable, regardez. Symptômes subjectifs, je suis à 15 patients sur 50, je suis à 30% des patients qui ont fait une réaction symptômes subjectifs au placebo, supérieure à ce que j'ai ici avec les médicaments qui ont été redonnés. D'accord? Prenez les symptômes objectifs. Vous les voyez, la dernière petite barre bleue? Là, c'est pareil. Je suis à 10% de patients qui ont fait des symptômes objectifs lorsqu'ils ont pris le placebo. Donc, tout ça pour arriver à la conclusion qu'il faut faire des tests de réintroduction. Parce que là, ils appellent ça test de provocation. C'est l'usage, parce qu'il y a les médicaments, il y a les aliments. Il faut faire des tests de réintroduction chez les patients. Il ne faut pas faire la contre-indication des médicaments sur la base qu'ils ont une mastocytose ou une urticaire ou un asthme. Les aliments, c'est exactement la même chose, donc j'en parlerai pas, vous irez voir l'article. Et encore une fois, il y a moins de symptômes subjectifs et objectifs que dans la population placebo. Et pour finir, je voudrais vous remercier à nouveau, remercier la Maforcal et le DUNAL. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Nicolas, pour ces 2 conférences très didactiques. On a appris beaucoup de choses
On a bien appris beaucoup de choses sur le mastocyte. Et je donnerai la parole à la salle s'il y a des questions. Oui. Merci. Alors en fait, sur la diapositive sur la physiopathologie des mastocytes et des mastocytoses, en fait, vous parlez d'une mutation du récepteur KIT. Oui. Et donc, ma question, c'est d'abord, est-ce que c'est une mutation de novo ou est-ce que c'est une mutation qui peut être transmise? Elle peut être transmise, bien sûr. Elle voilà, est de novo dans la majorité des cas. Des novo. Et puis, en fait, j'ai en tête un cas d'une famille. En fait, c'était un petit jeune qui a fait une réaction anaphylactique à la suite d'une piqûre de venin des hyménoptères. Les tryptasémies étaient très élevées. Et j'avais suivi le père pour aussi des réactions médicamenteuses étonnamment, inhabituellement sévères. Et donc j'ai effectivement du coup recontacté le père pour demander une tryptasémie. Et à l'interrogatoire, ce qui avait été très étonnant, c'est que ce même monsieur avait un frère, un jumeau. Et ce jumeau était décédé d'une réaction anaphylactoïde qui n'avait pas été diagnostiquée. Donc c'est pour ça que je posais ma question par rapport à... Voilà, on remonte les choses les unes après les autres. Mais finalement, dans votre expérience, est-ce que cette hérédité, elle doit être recherchée en systématique ou comment vous envisagez les choses chez quelqu'un chez qui on fait un diagnostic de mastocytose? Alors, mon expérience pratique, elle est nulle. Dans le sens où les mastocytoses que vous décrivez, c'est-à-dire en dehors de l'urticaire pigmentaire, ce sont des patients que l'on confie au centre de référence des mastocytoses, parce qu'encore une fois, ce sont des maladies rares. Ceci étant dit, les recherches de mutations peuvent se faire très facilement sur la famille, enfin sur l'ensemble de la famille, et c'est vrai que je pense que vous êtes obligé, avec vos 3 cas, vous êtes obligé en effet d'aller regarder jusqu'où potentiellement il y a un problème. Nous, avant de faire... Alors, recherche de mutation se fait facilement, biopsie de moelle, non, mais par contre, c'est tryptase. C'est-à-dire que là, voilà, ça serait l'examen vraiment de... Voilà, à partir du moment où la tryptase est haute, très haute, donc supérieure à 20 nanogrammes par millilitre, il faut considérer que ça peut être une mastocytose. C'est comme ça qu'on fait le diagnostic de mastocytose indolente. Nous, la tryptase, pratiquement tous les patients qui rentrent dans le service ont une tryptase. Depuis qu'on a eu deux accidents qui se sont bien finis. Hein. Moi, je suis responsable d'un accident. C'est une jeune femme qui a fait une anaphylaxie à l'amoxicilline, qui était envoyée par un allergologue qui est magnifique, qui habite Chambéry, qui s'appelle Jean-Pierre Jacquier, et qui l'avait testé en PRIC négatif, intradermoréaction très diluée, parce qu'elle avait vraiment fait un choc grade 2 sévère, grade presque 3, et il avait déclenché une petite réaction d'hypersensibilité immédiate au millième de la solution PRIC injectée en intradermoréaction. Et il me l'a envoyé, moi j'ai refait les PRIC qui étaient négatifs, et au lieu de faire attention, je lui ai fait un test buccal, donc test labial qui était négatif, test buccal, et quand j'ai appliqué la compresse qui était bien imbibée d'amoxicilline sur la face interne de la joue, elle est partie en quelques secondes. Alors, on l'a ramenée, hein. Mais je veux dire, là on est, pour moi, on n'est pas de l'allergie IgE, parce que je n'ai pas d'expérience du tout de patients qui font des accidents sévères, qui ont des tests négatifs. Les IgE qu'on a fait après étaient négatifs aussi. Mais, je veux dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que, quand on a fait une tryptase de base, elle était à 50, donc c'était une mastocytose indolente. Et ça, on n'y peut rien. Donc c'est vrai que quelqu'un qui fait un problème aux médicaments sévères, à partir d'un grade 2, la tryptase de base est intéressante, parce que déjà, elle vous permet de mettre de côté la fameuse alpha-tryptasémie héréditaire, mettre de côté une mastocytose éventuelle, et si la tryptase de base est normale, vous pouvez rentrer dans vos explorations avec confiance. Moi, les PRIC et les IDR ne m'ont jamais fait peur, les tests labio ne m'ont jamais fait peur. Mais par contre, pardon. Oui, mais donc déjà 10. Mais déjà 17, c'est très élevé. Hein. C'est vraiment de l'anaphylaxie. Bonjour. En fait, je vous remercie pour votre topo. Moi, j'ai une question par rapport à ces tests de réintroduction.
en fin de compte, on ne pourrait pas trancher. Quel est l'intérêt de ces tests de réintroduction chez ces patients-là qui ont une mastocytose? Mais alors, le but n'est pas de trancher entre hypersensibilité immédiate allergique ou pas allergique. Le but, c'est vraiment de permettre aux patients de prendre le médicament. Mais on ne pourra pas savoir, parce que là, peut-être la prochaine fois, il fera également une anaphylaxie, parce que ça dépend de plusieurs facteurs. Alors, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que on montre qu'il tolère une dose pharmacologique d'un médicament et qu'on peut lui donner. Ceci étant dit, qu'on associe des antihistaminiques, peut-être des antileucotriennes, et qu'on prévienne le patient avec une trousse adrénaline en lui disant s'il y a quoi que ce soit et que vous commencez à avoir des problèmes, vous piquez, je parle de stylo, hein, ça, je pense qu'il faut le faire. Hein. Alors on fait lorsqu'on a vraiment besoin de ce médicament. Si on mais en a pas INS, vraiment... vous en aurez. Je reviens aux asthmatiques. Ah d'accord. Nous, il y a des années où, je ne sais pas combien de centaines d'asthmatiques on a eu, parce que sur Lyon, je ne sais pas pourquoi, on contre-indiquait les AINS aux asthmatiques et l'aspirine. C'est comme si nous, on contre-indiquait les AINS et l'aspirine aux urticaires sous prétexte que ça peut faire des poussées. Donc, je comprends les pneumologues, hein, mais il y a des patients, en effet, qui réagissent quand on leur fait des tests de provocation. Et ceux-là, on est obligé de leur proposer des anticox-2 et autres. Mais il y en a même qui réagissent au paracétamol. Hein, Dernière question. Oui, c'est Mohamed. Merci Nicolas pour cette très bonne présentation. Mastocyte est pluriel, vous avez cité 7 types. Est-ce qu'il y a des marqueurs pour identifier une mastocytose ciblée à un tel ou tel organe? Oui. Et puis quel serait peut-être l'impact thérapeutique? Tout à fait. Alors, les marqueurs, ils existent pour l'instant, donc c'est de la transcriptomique. Donc c'est un set minimum de gènes, il y en a 5 à 10 qui définissent chacune des populations. Et l'impact thérapeutique, pour l'instant, enfin l'impact pratique, pour l'instant je ne le vois pas. L'impact pratique, je le vois beaucoup dans la compréhension qu'on a de l'activation des mastocytes. Et encore une fois, on comprend qu'il y a des patients, nous, encore une fois, l'urticaire du tube digestif, nous on a des patients qui viennent nous voir dans le cadre de SAMA, qui n'activent les mastocytes que du tube digestif. Et les antihistamiques marchent très bien. Il n'y a pas besoin d'anti-H2. Donc, voilà, et ça nous permet de comprendre que beaucoup de manifestations que l'on ne comprenait pas bien jusqu'à maintenant peuvent être dues à des mastocytes, parce qu'ils sont très différents. Rapidement, si possible, une toute petite question. L'activation par, en fait, la réaction aux produits de contraste iodé, parce qu'on en a parlé hier, ça se fait par quel mécanisme? Est-ce que ça passe par le GPRX2? Les deux. Ou bien... Les deux, c'est ça qui est fantastique. Il y a, tous les médicaments peuvent induire une réponse IgE spécifique. Et nous, on fait exprès de publier, c'est pour ça qu'on a publié, des chocs anaphylactiques IgE à la desloratadine, des chocs anaphylactiques aux corticoïdes injectables. Voilà, on a fait exprès de publier pour montrer que tous les médicaments. Bien sûr qu'il y a des groupes de médicaments qui sont plus responsables de réactions d'hypersensibilité immédiate au sens large. Mais il y a un groupe de médicaments, donc les curares, quinolone, vancomycine, produits de contraste gadolinés, codéine et opiacés. Il y a plusieurs récepteurs aux opiacés et MRGPRX2 est un récepteur aux opiacés. Ces médicaments peuvent bien sûr induire une réponse IgE, et la codéine, pourquoi pas, mais elles peuvent aussi directement activer le mastocyte. Et à la fin, c'est la clinique qui fait la différence. Si le patient fait une réaction légère, grade 1, ce n'est pas IgE. S'il fait une réaction grade 2, ou si le PENFAST est positif, là, il faut commencer à penser à une allergie et tester le patient. Merci Nicolas. Donc,